Imaginez un peu la scène. Un Premier ministre rentre tranquillement du cinéma avec sa femme. Pas de garde du corps, rien. Et là, en pleine rue, il se fait abattre. Non, ce n'est pas le début d'un thriller. C'est l'assassinat bien réel d'Olof Palme. Un mystère qui hante la Suède et même l'Europe depuis des décennies. Et le plus fou, c'est que plus le temps passe, plus les questions s'accumulent. On se retrouve donc à Stockholm, une nuit glaciale de février 1986. Oubliez tout de suite les convois officiels et les palais ultra sécurisés. La scène du crime, c'est un simple trottoir. C'est là, dans ce décor presque banal, que l'une des figures politiques les plus marquantes du XXe siècle va être tuée. Regardons cette chronologie, c'est absolument glaçant. À 23h15, les palmes sortent du cinéma, comme n'importe qui. 6 minutes plus tard, 6 petites minutes, l'assassin s'approche et tire. Et attention, à 23h23, donc 2 minutes à peine après le tir, il s'est volatilisé. Ça, ce n'est pas un coup d'émetteur. C'est une opération d'une précision quasi chirurgicale. Et c'est bien ça qui est complètement dingue. On ne parle pas d'un citoyen lambda, là. C'est un Premier ministre, une voix qui pesait sur la scène internationale, abattue dans le dos, comme ça. Et depuis ce jour, il y a une question qui est sur toutes les lèvres. Mais pourquoi n'avait-il aucune protection? C'est le tout premier et peut-être le plus grand mystère de cette affaire. Alors, pour comprendre qui aurait pu vouloir sa mort, il faut d'abord saisir qui était vraiment Olof Palme. Et croyez-moi, ce n'était pas un politicien comme les autres. C'était une sorte de conscience mondiale. Une voix qui dérangeait et qui s'était fait une liste d'ennemis, disons, assez impressionnante. Exactement. Palme n'avait peur de personne. Il a carrément osé comparer les bombardements américains en Vietnam aux pires atrocités de l'histoire. Il soutenait ouvertement des mouvements comme l'ANC de Mandela, que beaucoup en Occident voyaient comme des groupes terroristes. En pleine guerre froide, il refusait de s'aligner. Forcément, une telle indépendance d'esprit, ça finit par se payer. Bon alors, qui avait intérêt à le faire taire? Accrochez-vous, la liste donne le tournis. On a les services secrets sud-africains furieux de son soutien à l'ANC, on a potentiellement la CIA, bien agacée par ce leader européen qui n'en faisait qu'à sa tête, ajoutez à ça les marchands d'armes qu'il dérangeait avec ses tentatives de paix, et même l'extrême droite suédoise qui le haïssait. C'est simple, presque tout le monde avait une bonne raison de lui en vouloir. Avec un crime d'une telle ampleur, on s'attend à une enquête impeccable, non? Digne des meilleurs enquêteurs du monde. Eh bien, préparez-vous, parce que ce fut tout le contraire. Ce qui va suivre, c'est une accumulation d'erreurs tellement énormes qu'elles ont saboté toute l'enquête avant même qu'elle ne commence vraiment. C'est presque difficile à croire, mais les bases du métier n'ont pas été respectées. La scène de crime? Sécurisée beaucoup trop tard. Des dizaines de passants ont piétiné les lieux. Les témoins clés? Interrogés des jours après. Et le meilleur pour la fin? La balle, l'indice numéro 1, a été ramassée par un passant avant que la police n'arrive. C'est littéralement un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ce chaos a mené à 2 énormes gâchis. D'abord, il y a eu Christer Peterson, un marginal qui faisait un coupable parfait sur le papier. Il a été condamné, puis acquitté, et il a passé le reste de sa vie à crier son innocence. Et puis, des décennies plus tard, coup de théâtre, la police désigne un nouveau suspect, Stig Enström. Le seul problème, il est mort depuis 20 ans. Un coupable qui ne peut plus se défendre, plutôt pratique, non? 34 ans. Il faut laisser ce chiffre infuser. C'est le temps qu'a duré l'enquête officielle avant que la Suède ne décide, en gros, de jeter l'éponge. Une génération entière a grandi avec cette question sans réponse. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Cette enquête est devenue un monstre, la plus longue et la plus chère de l'histoire du pays. Une montagne de dossiers, des milliers d'heures de travail, des millions dépensés. Pour arriver à une conclusion absolument ahurissante, 0 coupable en prison. D'accord. Donc l'enquête officielle a été un échec total. Mais à côté, il y avait d'autres pistes, beaucoup plus explosives. On va se pencher sur les 4 grandes théories qui continuent, encore aujourd'hui, d'alimenter tous les fantasmes. Ce tableau, il résume bien le casse-tête. D'abord, la piste sud-africaine, très sérieuse. On sait que des agents du régime de l'apartheid étaient sur place à ce moment-là. Ensuite, la piste kurde du PKK, qui a été explorée au début puis étrangement mise de côté. Bien sûr, il y a la piste de la CIA, presque un classique quand un leader de gauche aussi influent est visé. Et enfin, la piste intérieure, un complot de l'extrême droite suédoise. Le plus troublant dans tout ça, c'est que chacune de ces pistes tient la route et aucune n'a jamais été formellement écartée. On arrive maintenant au point le plus dingue de toute cette affaire, parce que même si l'enquête est officiellement bouclée, le mystère, lui, n'a fait que s'épaissir. Et tout se résume à une seule et unique question. En 2020, le procureur annonce la fin de la partie. Le coupable désigné est Stig Engström, qui, on le rappelle, est mort et ne peut donc pas être jugé.
L'affaire est classée. Fin de l'histoire? Pas si vite. Et voilà la question qui tue. Si l'affaire est classée, et si le coupable est mort, pourquoi est-ce qu'une grande partie du dossier, surtout les éléments qui concernent les services secrets étrangers, est toujours classé secret défense? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si sensible dans ces archives pour que des décennies plus tard, personne n'ait le droit de savoir? Au final, c'est ça la conclusion. La Suède a peut-être fermé le dossier judiciaire, mais elle n'a absolument pas refermé le livre sur le meurtre d'Olof Palme. L'enquête est close, oui, mais le mystère, lui, reste entier, comme une blessure qui ne s'est jamais refermée au cœur de la démocratie suédoise.